Là aussi, ça a mis un certain temps. Au niveau mondial, il y a eu plus de 2000 essais qui ont été faits dans différentes régions du monde. Donc avec toutes les conséquences pour les populations, dont de 10% par la France, tout simplement. Donc 95 et 96, l'adoption du traité d'interdiction complète des essais, donc que la France a mis en œuvre, bien évidemment, mais avec à la place un programme, ce qu'on appelle un programme de simulation, donc c'est-à-dire elle ne fait plus des essais en grandeur nature, mais continue toujours d'avoir mis en place, à travers un système d'ordinateurs et de système de laser important vers Bordeaux, une capacité d'améliorer ces bombes qu'elle a toujours, et au monde, parce qu'il n'y a que 9 entre guillemets puissances nucléaires, il n'y a que 2 pays, 2 États qui disposent de cette capacité dite de simulation. Les mots sont toujours choisis et jamais par hasard au niveau de ceux qui donnent les définitions pour toujours essayer d'invisibiliser la France et les États-Unis. Les autres puissances nucléaires ne sont pas en capacité de faire ces simulations. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, la Russie a annoncé qu'elle referait peut-être des essais nucléaires si c'était nécessaire pour pouvoir réaméliorer ou continuer d'améliorer ses armes nucléaires. Puisque donc, depuis que la France fait des armes nucléaires, mais comme les autres pays, régulièrement, elles sont modernisées, améliorées au niveau de leurs capacités. Et là, actuellement, depuis maintenant 2017, la France a lancé un programme de renouvellement total de son arsenal nucléaire, c'est-à-dire à la fois les vecteurs, c'est-à-dire parce qu'une bombe, il ne suffit pas de la fabriquer, il faut pouvoir l'envoyer là où on veut l'envoyer. Donc des vecteurs pour la France, des avions Rafale, des avions de combat Rafale dont on parle régulièrement, ou des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc là, elle a lancé un programme pour renouveler entièrement son arsenal nucléaire. Pareil pour les vecteurs comme pour les bombes, comme pour les têtes nucléaires. Donc ça, c'est en cours. C'est des programmes, là encore, sur du long terme, qui n'ont fait l'objet d'aucun débat politique sur la nécessité technique, technologique, parce qu'elle n'existe pas forcément, puisque bon, telle qu'est la stratégie des armes nucléaires, d'écraser une ville, de faire de nombreux morts, les qualités, entre guillemets, techniques des bombes actuelles auraient pu continuer encore des années et être tout aussi efficaces, entre guillemets, dans leur logique, bien évidemment, à eux. Surtout que pour la France, ce qu'on ne dit pas non plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a proportionné son nombre d'armes et la qualité, là encore, toujours entre guillemets, de ces armes nucléaires, de façon à pouvoir détruire l'équivalent de la France dans le pays qui serait considéré comme notre ennemi. Ce n'est pas la même logique que les États-Unis ou la Russie, qui sont d'avoir un nombre d'armes nucléaires extrêmement important pour faire des dégâts de manière extrêmement importante, parce que bon, chacun de ces deux pays ont à peu près 5 à 6 000 armes nucléaires prêtes à servir, alors que la France en a que, entre guillemets, 290. Mais ça a été calculé pour tuer à peu près entre 60 et 65 millions de personnes dans un autre pays, y compris post-mortem, c'est-à-dire y compris sous forme d'une vengeance si la France est détruite. C'est pour ça que dans les deux composantes sous-marins et avions, les sous-marins, il y en a toujours un en permanence à la mer, caché quelque part, qui est en capacité, à travers le nombre d'armes qu'il emporte, d'armes nucléaires qu'il emporte, elles correspondent à un équivalent de 1000 fois Hiroshima.
celui-là, il est en permanence, 24 heures sur 24, toute l'année. Dès qu'on aura une période de plus de tension, puisqu'on a 4 sous-marins, il y en a d'autres qui partiraient à la mer immédiatement. Au début de la guerre en Ukraine, à un moment donné, pendant une certaine période, alors, on est toujours dans l'opacité, donc on n'a jamais de données extrêmement précises, il y avait 3 sous-marins qui avaient été envoyés, donc mis à la mer, pour être prêts à riposter. Ça n'a pas été non plus, ils ne s'en sont pas vraiment vantés, ils l'ont reconnu. Ça, c'est pour les sous-marins. Donc ces sous-marins, ils peuvent agir, y compris une fois que la France aurait été détruite, ils ont la capacité, donc, de se venger, même comme si ça pouvait servir à quelque chose. Là aussi, où il y a une spécificité, d'ailleurs, qui est française dans la doctrine nucléaire, c'est qu'au niveau des avions, donc on a des avions de combat, les Rafales, qui emportent des bombes qui font 20 fois celle d'Hiroshima, et leur stratégie, dans ce qui est annoncé officiellement dans les discours, c'est de pouvoir faire des frappes d'avertissement, ce qu'ils appellent un ultime avertissement, c'est-à-dire que la France se réserve le droit de tirer en premier avec une arme nucléaire, prenant le risque, bien évidemment, d'enclencher une guerre nucléaire, tout en sachant que si une guerre nucléaire s'enclenche, c'est la fin de la vie humaine sur Terre. Bon, la planète, au bout de quelques années, peut-être, enfin quelques dizaines ou milliers d'années, pourra peut-être continuer à exister, mais sans vie humaine dessus. Et ça, c'est quelque chose un peu de spécifique, parce que les autres puissances nucléaires, États-Unis, Chine, Russie, normalement, alors bien sûr, ça reste des discours, se sont engagés à ne pas tirer en premier. Leurs armes nucléaires sont toujours destinées à une riposte par rapport à une arme nucléaire, mais elles se sont engagées à ce qu'on appelle à ne pas tirer en premier une arme nucléaire. La France, non, ne s'est pas engagée sur ce domaine-là pour se réserver ce qu'ils appellent encore l'ambiguïté stratégique. Alors après, il y a toujours tout un discours qui est inventé et qui est diffusé régulièrement pour les opinions publiques, qui n'est jamais décortiqué réellement, que les journalistes ne prennent pas le temps dans les grands médias de montrer qu'est-ce qui se cache derrière ces grands discours. Donc c'est vraiment dans cette logique-là de surarmement qu'est impliquée la France. Et bien évidemment, bon, bien sûr, avec des questions de coûts, etc., ça c'est une évidence, enfin, ça on en est bien convaincu, et que ces coûts-là, c'est de l'argent qui est détourné du bien public, puisqu'il ne permet pas, il ne contribue pas à la satisfaction des besoins essentiels, y compris en France. Ça c'est, j'ai envie de dire, c'est presque une évidence, même s'il faut le rappeler régulièrement, parce qu'on a tendance à l'oublier, parce que c'est jamais vraiment mis en avant, que même les parlementaires ne savent pas vraiment le coût réel de l'arme nucléaire. Ils ont des chiffres qui sont approximatifs, alors qu'ils sont chargés de voter le budget tous les ans. Ils ne disposent pas des chiffres réels, puisque les chiffres qui sont donnés correspondent uniquement on va dire au maintien en condition, au fonctionnement, au développement des armes, mais par exemple, tout le personnel qui contribue à l'arme nucléaire n'est pas inclus dans les données, comme si les armes nucléaires pouvaient se fabriquer toutes seules, et comme si dans les coûts de n'importe quel autre système, on inclut bien évidemment les coûts de main-d'œuvre, parce que sinon ça n'a pas de sens pour estimer un coût d'une prestation quelle qu'elle soit. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses comme ça où on n'a pas les vraies données, les parlementaires votent sur des budgets où ils n'ont pas les vrais éléments, et ça permet de diluer notre responsabilité à chacun d'entre nous, dans la mesure où on ne dispose pas des véritables éléments, il n'y a pas de débat organisé
autour de véritables éléments qui permettraient d'avoir effectivement un vrai débat sur est-ce que ça vaut le coup d'investir autant d'argent dans cette arme pour le rôle qu'elle fait. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, on favoriserait pas la paix, puisque c'est le but, y compris de l'arme nucléaire, puisque c'est le discours qui nous est dit, l'arme nucléaire sert à empêcher les guerres et à favoriser la paix et la liberté. C'est ça le discours officiel de cette arme. Est-ce qu'en investissant tout l'argent qu'on met dans l'arme nucléaire dans d'autres domaines, on ne favoriserait pas la paix non plus? Au contraire, une conception de la paix qui est bien plus proche de celle que nous on défend, c'est-à-dire la paix des humains sur Terre, plutôt que la conception des autorités politiques, des dirigeants, d'une paix qui repose sur la prédation sur les autres, dans les autres domaines, sur l'exploitation de tout le monde et de la nature, bien évidemment. Parce que là encore, un argument que j'utilise souvent quand on parle de l'arme nucléaire et de la stratégie donc, de dissuasion nucléaire, puisque c'est ça les termes qui sont mis en avant, c'est que si l'arme nucléaire servait vraiment, favorisait la paix et la liberté, pourquoi empêcher tous les pays de l'avoir? Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas-là, que chaque État ait une ou deux armes nucléaires sur son territoire et on aurait la paix dans le monde? On voit bien tout de suite en dénonçant le danger, l'absurdité de ce que ça veut dire. Et que cette arme-là, effectivement, n'est pas pour favoriser la paix, mais bien pour favoriser la domination d'un certain nombre d'États sur les autres, sur la planète. Et c'est bien pour ça qu'a été le seul véritable traité au niveau international qui a été mis en place sur les armes nucléaires, le traité de non-prolifération qui est en vigueur depuis les années 70, a été mis en place à un moment donné où les 5 membres permanents du Conseil de sécurité possédaient la bombe. Et donc, ils se sont entendus pour dire nous, on possède la bombe, on met en place un traité de non-prolifération, dans lequel tous les États s'engagent à ne pas avoir la bombe. En échange, on leur facilitera pour avoir accès au nucléaire civil, il y a toujours le lien nucléaire civil, nucléaire militaire, et nous, donc puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, les 10 vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, on fera en sorte que l'ONU, que l'ensemble des États de l'ONU négocient un traité de désarmement nucléaire généralisé. Bien évidemment, depuis les années 70, ils affirment que ce traité, ils sont prêts à en négocier, que le rôle de l'ONU sert à ça, mais ce traité de désarmement nucléaire n'a jamais été négocié, ce qui a permis à ces 5 puissances qui avaient déjà, avec le droit de veto, un outil de puissance qui les différenciait des autres États, donc ils étaient déjà plus égaux que les autres États, quelque part, pour reprendre une formule, ils ont conservé leur arme nucléaire, ils passent leur temps à la moderniser et la renouveler, et donc cette arme-là crée effectivement une différence entre les États, alors que l'idée de l'ONU, qui est bien sûr de favoriser la paix, de ne plus recommencer la guerre, le plus jamais ça au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était que chaque État ait une voix, chaque État était égaux, à travers plusieurs, et notamment l'arme nucléaire. Tous les États ne sont pas égaux, et ce n'est pas un hasard si ce sont donc ces 5 membres permanents qui sont aussi les principaux États qui dépensent des armes pour le militaire, qui ont les principales dépenses militaires, qui sont aussi les principaux vendeurs d'armes dans le monde, alors que la charte de l'ONU, et donc qui contribue à entretenir les différentes guerres, puisqu'ils sont impliqués
impliqués pratiquement dans toutes les guerres qui se déroulent dans le monde, alors que la charte de l'ONU avait, ce que là aussi n'est jamais mis en avant, tous ces États-là se réfèrent à la charte de l'ONU en disant qu'ils l'appliquent. Mais la charte de l'ONU contient un article, l'article 26, qui dit de manière précise, alors moi je peux retrouver la citation précise, mais c'est pour favoriser la paix, il faut que les États consacrent le moins d'argent possible aux militaires. Et donc article 26, que chaque État membre de l'ONU a signé et s'est engagé, on voit le résultat au niveau mondial et au niveau de la France. Bon, je reviens toujours à la France parce que c'est pour souligner ces contradictions, parce que c'est ça le rôle qu'on a à voir et c'est ça l'important d'en débattre et d'agir après ensuite en connaissance de cause. La France fait partie de ces pays qui investissent le plus. Et dans cette logique de l'article 26 de la charte de l'ONU, c'est vrai que aussi, si on part du postulat que tous les humains sont égaux, donc, y compris pour assurer leur sécurité, quand on regarde un petit peu dans les données, la France, en termes de population, elle est au 22e rang. En termes de superficie, au 41e rang, au niveau mondial. Mais au niveau des dépenses militaires, elle est au 8e rang. Donc tous les humains ne seraient pas égaux. Il y en a des plus égaux que d'autres. On est le 4e producteur mondial d'armement. On est le second exportateur mondial d'armement. On est aussi donc la 4e puissance nucléaire. Donc on voit bien à quoi sert, avec ces chiffres-là, à quoi sert le militaire dans sa manière générale. L'armement, c'est bien à permettre à certains pays, donc à ceux qui sont justement qui en ont le plus moyen, d'exercer la prédation, d'une part sur la nature bien évidemment, mais aussi sur les autres humains. Et donc, de pouvoir, nous, tirer profit, au niveau de la France, au niveau global, par rapport à l'exploitation qu'on peut faire des autres pays qui n'ont pas le même niveau de développement militaire. Et c'est vrai que les questions de réarmement, comme on en entend parler tous les jours actuellement, n'abordent jamais cette question sous cet angle-là. C'est toujours abordé sur « Ah, il y en a un plus méchant en face de nous qui va vouloir nous envahir, qui va vouloir nous éliminer », mais on ne se pose jamais la question dans ce sens, comme je viens de la poser, qui permettrait d'avoir un véritable débat si on se situe au niveau de la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité collective de tous et toutes, ce qui n'est jamais le cas. Pourquoi il y a des gens qui seraient plus privilégiés que d'autres? Est-ce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins en termes pour se nourrir, pour vivre, etc. Où on habite, quel que soit le pays où on habite. Et donc nous, notre niveau de développement, c'est pas pour le remettre en cause en tant que tel, mais il faut bien qu'on s'interroge qui le paye. Alors bien sûr, il y a le niveau interne où c'est certaines personnes par rapport à d'autres qui en profitent, etc. Ça, évidemment. Mais aussi au niveau européen ou au niveau international, on est un pays qui vit au-dessus de ses moyens, où notre niveau de vie, de développement, n'est pas généralisable à l'ensemble des humains sur la planète. Pourquoi? Au nom de quoi? Ça, c'est des questions qui ne sont jamais, vraiment jamais débattues. Et donc, c'est vraiment autour un peu de ces interpellations que je voulais un peu lancer le débat, tout en montrant aussi qu'on peut faire bouger les choses.
qu'il est possible, quand on le souhaite, de faire bouger les choses. Des choses ont avancé au niveau du désarmement, malgré tout, malgré ce constat qu'on peut, et surtout dans cette période, qui est beaucoup plus pessimiste quand on regarde le niveau de la volonté de réarmement mise en place par les gouvernements, au niveau français bien évidemment, mais au niveau européen aussi, et globalement au niveau mondial, qui n'est pas dû d'ailleurs à la guerre en Ukraine, comme c'est présenté, qui avait commencé bien avant, en fait. On peut même dire, au niveau de la France, quand on reprend les chiffres, quand on regarde les courbes, que la France a toujours été dans une posture d'augmenter ses dépenses militaires. Alors c'est vrai qu'après la chute de l'URSS, à la fin de la guerre froide, il y a eu une légère baisse pendant quelques années, mais ça n'a duré que quelques années, et très rapidement, la France a repris une augmentation régulière de ses exportations, de ses dépenses militaires. Alors bien sûr, la guerre en Ukraine a permis plus facilement d'imposer ces augmentations au niveau de l'opinion publique sans qu'il y ait une remise en cause de ces augmentations. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et notamment depuis le gouvernement de Macron, enfin depuis son premier mandat en 2017, jusqu'à aujourd'hui, les dépenses militaires ont doublé. Les dépenses militaires de la France. Donc, et sans que ça suscite d'interrogation, de débat collectif. Et ce doublement des dépenses militaires s'est fait au détriment du développement, bien évidemment, ça on connaît tous, des services publics, mais sans que vraiment non plus on fasse tellement de liens entre les deux. De temps en temps, c'est fait, mais pas de manière générale dans la presse et surtout dans les grands médias sur lesquels qui influent sur les opinions publiques inévitablement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Mais bon, c'est vrai qu'à partir de la fin de la Seconde Guerre, de la guerre froide, il y a eu quelques avancées dans le désarmement qui ont pu être mis en place, et chaque fois, parce qu'il y a eu une mobilisation citoyenne, à la fois au niveau local, national, régional, par exemple au niveau de l'Europe, et au niveau international. Ça a été le premier traité qui a été obtenu. Bon, je vous ai parlé du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Il a été obtenu, parce que ça fait longtemps qu'à l'intérieur de l'ONU, ils en discutaient. Ça faisait plus d'une vingtaine d'années qu'ils en discutaient, qu'il y avait des projets. Mais il a pu être adopté, vous vous en souvenez peut-être pour un certain nombre d'entre vous, en 1995, notre cher président de l'époque, Jacques Chirac, avait décidé de reprendre les essais nucléaires que François Mitterrand avait suspendus, bon, pas pour des raisons militaires, mais pour des raisons plus internes politiques. Ça avait créé un mouvement d'opinion au niveau international extrêmement important, de contestation de la place de la France, du rôle de la France, du fait des... Et c'est ce mouvement international de contestation des essais nucléaires à l'époque, lié à cette reprise, ce n'était pas le souhait de Jacques Chirac, bien évidemment, quand il a pris cette décision, qui a contribué à qu'au niveau des Nations Unies, la situation se débloque et que ce traité, que ça faisait une dizaine d'années qu'il était en discussion, enfin une vingtaine d'années même à l'ONU, ait pu déboucher et le traité a pu être adopté. Ça, c'est un premier traité réellement qu'on appelle de désarmement, qui est de réduction donc, des armes, même si c'est des essais et leurs conséquences. Le deuxième traité qui a été obtenu de la même manière, enfin sur cette même logique de mobilisation citoyenne, c'était le traité d'interdiction des mines antipersonnelles, parti donc d'une campagne menée par les ONG humanitaires qui en avaient marre, entre guillemets aussi,
d'appareiller des gens, surtout des gamins dans différents pays, qui sautaient sur des mines, puisque c'est une des qualités, là encore, entre guillemets, de ces mines, c'était de pouvoir rester enfoui et d'exploser dès qu'on marchait dessus, même 5 ans ou 10 ans après la fin d'un conflit. Donc ils ont lancé ce projet, Handicap International en France, mais on avait d'autres partenaires au niveau international, avec une mobilisation dans tous les pays, et c'est ça qui a permis d'obtenir ce traité, qui a eu des réelles conséquences sur le nombre de personnes tuées par l'explosion des mines antipersonnelles. Donc, bien sûr, pas tellement dans notre pays directement, mais dans tous les pays où elles avaient été largement utilisées, notamment au Cambodge, etc., où on est passé vraiment d'une baisse extrêmement importante, où il y avait plusieurs milliers de personnes chaque année hors guerre, puisqu'on n'était pas, qui étaient dans des pays qui n'étaient pas en guerre, qui étaient tués par ces bombes-là, ces mines antipersonnelles. Aujourd'hui, il y a une certaine remise en cause avec le conflit en Ukraine, notamment, de ce traité par certains pays qui veulent de nouveau les réutiliser, notamment en Ukraine, ces bombes, avec le risque qu'on les retrouve pareil et que ça augmente, qu'on soit de nouveau dans une pente de réaugmentation du nombre de victimes liées à ces armes. Ça, c'était le premier traité qu'on appelle de désarmement humanitaire. Il y a eu après un second sur le même modèle, qui était les bombes à sous-munitions, qui correspondaient un peu aussi aux mines antipersonnelles. Les bombes à sous-munitions, c'est des grosses bombes qu'on largue. Quand elles tombent sur le sol, elles s'ouvrent et elles dispersent tout un tas de petites bombes de mines antipersonnelles, de façon à saturer des territoires pour éviter que les armées puissent aller dessus. Donc le même fonctionnement avec ces bombes qui éclatent un peu au-dessus du sol, qui peuvent rester dans les arbres, etc., que les gens peuvent aussi marcher dessus et qu'ils explosent, et donc qui produisaient les mêmes effets. Donc ça aussi, c'est en 2008, le premier traité sur les mines antipersonnelles, c'est en 1997, et le traité sur les bombes à sous-munitions, c'est en 2008 qu'il a été adopté. Chaque fois, il a fallu une campagne qui a duré une dizaine d'années, coordonnée au niveau international, pour que ça fonctionne, pour qu'on aboutisse à l'ONU un traité. Chaque fois, la France n'était pas en point à l'ONU sur ces questions-là. Sur le premier traité sur les mines antipersonnelles, la France disait qu'elle en avait absolument besoin de ces mines pour sa stratégie militaire. Au début, elle a mis beaucoup de temps avant d'accepter de rentrer, de participer à ce processus. Parce que, voilà, oui, elle a toujours été très réticente. Sur les bombes à sous-munitions, un petit peu, enfin, de la même manière aussi. L'autre traité, après, qui a été conclu dans cette même logique, en copiant d'ailleurs au niveau de la mise en œuvre de ce traité, c'est le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, puisque les Nations Unies, il n'y avait que seul le traité sur la non-prolifération que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui n'est pas un traité de désarmement, mais qui était un traité pour empêcher les autres États d'avoir l'arme nucléaire, qui a fonctionné de ce point de vue-là de manière quasi parfaite, mais qui n'est pas un traité de désarmement, puisqu'il permet à certains États d'avoir conservé leurs armes nucléaires. C'est pourquoi une campagne en 2007 s'est lancée, la campagne ICANN, que Marc a fait référence tout à l'heure, qui était non plus, parce que toutes les campagnes précédentes sur le désarmement nucléaire, parce qu'il y en avait toujours, s'adressaient aux puissances nucléaires pour leur demander de désarmer. Et on n'y arrivait pas, bien évidemment. Donc là, du coup, on s'est tourné vers les États qui n'avaient pas les armes nucléaires et donc qui avaient respecté leur engagement qu'ils avaient pris dans le cadre du traité de non-prolifération de ne pas accéder à l'arme nucléaire. On s'est tourné vers ces États-là avec des campagnes dans les différents pays. À la campagne ICANN, il y a une centaine de pays qui ont participé à cette campagne, donc la moitié des pays de la communauté internationale
internationale. Et ça a permis d'obtenir en 2017 que s'ouvrent des négociations au niveau de l'ONU pour négocier un traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Parce qu'elles n'étaient pas interdites. Leur possession, leur utilisation contrevenait au droit international depuis toujours, puisque le droit international, le droit de la guerre, demande à ce que les armes puissent distinguer les civils des combattants, normalement, et que l'utilisation des armes soit proportionnelle à l'attaque qu'on a eue. C'est les deux principaux critères du droit international, du droit de la guerre, que toutes les puissances, tous les États disent qu'ils respectent, bien évidemment. Bon, la distinction civil-combattant, l'arme nucléaire, elle ne peut pas la faire par nature de ce que c'est la bombe, parce qu'elle arrose large, elle ne tombe pas sur une personne. Enfin, de fait, elle aurait dû être interdite déjà depuis le début, mais elle ne l'était pas. Il a fallu attendre 2017. Et pareil, la proportionnalité entre une attaque et une riposte, l'arme nucléaire ne la fait pas, puisque justement, elle est conçue sur ce principe-là, de faire des dégâts, disproportionnés pour dissuader justement un autre État d'attaquer. C'est ce principe-là. Donc les deux principes de l'arme nucléaire auraient dû en faire en sorte qu'elle soit interdite dès le début. Ce qui n'a jamais été le cas. Même si, mais là c'est plus pour une petite histoire, on va dire, que l'ONU, sa première résolution de la première Assemblée générale de l'ONU, donc en 1946, était pour mettre en place un groupe de travail chargé d'éliminer l'arme nucléaire. Ça n'a pas pu se faire. Mais pour montrer que ça a toujours été une préoccupation à la fois de l'instance de l'ONU, mais aussi d'un certain nombre d'États, et y compris des sociétés civiles, puisqu'il y a toujours eu des campagnes. Mais il a fallu attendre 2017 pour que cette campagne sur l'interdiction des armes débouche. Les armes nucléaires, aujourd'hui, en termes de droit international, sont interdites, puisque ce traité a été adopté en 2017 et rentré en vigueur en 2021. Il est signé aujourd'hui, enfin ratifié, donc c'est-à-dire intégré dans le droit des États, de 74 États au niveau dans le monde, plus 25 autres États qui l'ont signé, qui ont fait la première étape dans les processus des Nations Unies et qui sont dans les procédures de ratification, c'est-à-dire d'intégration dans leur droit national, parce que c'est la logique. Donc, on est à 90 États, enfin 98 États qui ont signé ce traité d'interdiction, mais bien évidemment, aucune des puissances nucléaires. Donc, des 9 puissances nucléaires, et de leurs alliés, les 9 puissances, donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France, et 3 autres États qui n'avaient pas signé, 4 autres États qui n'avaient pas signé le traité de non-prolifération. Donc Inde, Pakistan, au moment où il a été créé, parce qu'il voulait avoir l'arme nucléaire, Inde, Pakistan et Israël. Israël grâce à la France. Et la Corée du Nord, qui avait à un moment donné signé le traité de non-prolifération au début, et qui s'en est retiré le jour où elle a voulu avoir l'arme nucléaire. Donc aucun de ces États, bien évidemment, ne veut signer ce traité. Même là encore, pour mesurer un peu le poids des choses, le jour où s'est ouvert les négociations à l'ONU à New York sur le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, les puissances nucléaires, la France, Royaume-Uni et États-Unis, étaient devant la porte, enfin les ambassadeurs représentant la France à l'ONU, étaient devant la porte de la salle des négociations pour dissuader, pour demander aux États de ne pas rentrer dans la salle pour aller négocier. Donc, et après, on fait pression sur un certain nombre d'États régulièrement pour éviter qu'ils rentrent dans le processus du traité d'interdiction
l'interdiction des armes nucléaires. Tellement, voilà, pour elles, ces armes-là sont importantes dans leur propre logique. Donc ça, c'est vraiment les 4 traités qui ont pu être obtenus grâce à la mobilisation citoyenne. Il y a un autre traité que je n'ai pas encore parlé, c'est le traité sur le commerce des armes, qui au départ est parti dans la même logique, c'est-à-dire qu'elle est née de la société civile pour pouvoir le mettre en place, mais que les États ont bien compris comment ça fonctionnait, parce qu'il y a eu d'abord le premier traité sur les mines antipersonnelles et sur les traités en soumission, sous-munitions. On était en 2003 quand s'est lancée cette campagne sur le traité sur le commerce des armes par les grosses associations au niveau international. Je pense à Amnesty International, il y avait Oxfam donc, qui travaille sur le développement, il y avait le Secours catholique à travers leur international qui s'appelle Caritas. Enfin, il y avait les 4-5 grosses structures au niveau international qui ont lancé cette campagne pour justement réduire l'impact des armes et des ventes d'armes dans les différents pays. Et les États ont compris qu'ils risquaient de se faire avoir, entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de la société civile, c'était quand même demander à ce qu'on réduise les exportations d'armes. C'était difficile d'être compte qu'un certain nombre d'États, puisqu'à l'ONU, au niveau de l'Assemblée générale, c'est un État nouveau, donc c'était possible d'obtenir des majorités et que ce traité pouvait être obtenu. Donc ils sont rentrés dans le processus de négociation de façon, j'ai envie de dire, à en limiter l'impact et le risque. Et donc ce traité sur le commerce des armes n'interdit pas le commerce des armes, ce qu'il aurait fallu, mais en avant des critères que les États doivent respecter normalement avant d'exporter des armes, mais c'est eux-mêmes qui sont chargés de s'évaluer. Donc ils ont été suffisamment intelligents pour comprendre les processus, de façon, c'est de l'auto-évaluation des États. Et bien évidemment, dans le cadre de cette auto-évaluation, les États disent que s'ils livrent des armes, c'est pour que le pays puisse se défendre, au nom de la légitime défense. C'est pas pour qu'il puisse attaquer, que c'est des armes défensives, et pas des armes offensives. Alors que j'ai jamais compris, et personne n'a jamais pu m'expliquer réellement la différence entre les armes offensives et les armes défensives, d'autant que, effectivement, comme selon le slogan bien connu, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc la différence entre offensive et défensive, elle n'existe pas. Mais c'est le moyen que les États, les principaux exportateurs d'armes, ont trouvé pour pouvoir continuer leur commerce, tout simplement. Et sur ce traité, il n'y a aucune instance indépendante qui n'a été mise en place pour vérifier si les États appliquaient, pour mettre en place des sanctions si les États n'appliquent pas. Et donc, c'est pour ça que je le mets un petit peu à part des autres traités qui ont eu un réel rôle au niveau de diminution du nombre de victimes, puisque si on se bat pour le désarmement, c'est pour réduire effectivement les victimes humaines, enfin, pour le risque pour chacun d'entre nous de pouvoir être tué par ces armes-là. Ce traité sur le commerce des armes, même s'il est parti dans cette logique-là, n'est pas allé jusqu'au bout du processus. Et il y aurait vraiment encore tout un travail à faire de façon à obtenir qu'il y ait une instance indépendante soit mise en place d'évaluation du commerce des armes. De façon, et un système de sanctions, bien évidemment, pour les pays qui ne respectent pas ces différents critères. Parce que les différents critères, devraient, s'ils étaient appliqués de manière sérieuse, il ne devrait plus avoir de commerce des armes dans le monde. Parce qu'il faut que les armes
ne servent pas à commettre des violations des droits humains. Le but d'une arme, c'est de tuer, jusqu'à nouvel ordre. Enfin, donc, elles ne doivent pas favoriser, renforcer des conflits au niveau régional. Donc, si des États veulent acheter des armes, et on le voit quand on prend la liste des principaux États qui achètent des armes à la France, bien évidemment, c'est pour renforcer leur armée, pour pouvoir participer à des conflits. Et toujours à partir de cette liste de la France se retrouve impliquée, à travers son commerce des armes, pratiquement dans tous les conflits qui se déroulent sur Terre, y compris des fois des deux côtés, à travers les armes en tant que telles ou à travers les composants, puisque maintenant les armes, c'est comme j'ai envie de dire une voiture, elle est faite de produits venant de différents pays, des composants qui sont assemblés après, ce qui fait que la France, par exemple, qui affirme soutenir l'Ukraine, continue d'exporter des composants à la Russie. Et donc, des armes russes ont des composants français, alors qu'on, théoriquement, on soutient l'Ukraine et pas la Russie. On peut retrouver ça comme ça dans les différents conflits, des situations similaires. Dans des conflits récents qui ont fait un peu parler d'eux, même si on n'en parle plus beaucoup maintenant, mais alors qu'ils continuent le conflit au Yémen, par exemple, la France était énormément impliquée à travers les ventes d'armes aux Émirats, à l'Arabie Saoudite. Et on pourrait reprendre presque tous les conflits les uns après les autres et de voir où la France est impliquée. Et c'est pour ça que nous, au niveau de l'Observatoire, dans les... parce que vous allez bientôt commencer à en avoir marre que je cause et qu'on puisse... Oui, c'est pour ça que je regarde l'heure, parce qu'on ne se rend pas compte quand on parle. C'est pour ça, et je terminerai un peu là-dessus, parce que justement sur les actions, la France, enfin l'Observatoire actuellement est en train de mettre en place au niveau national, mais d'abord sur Lyon, parce que c'est là où on est, un réseau de surveillance des entreprises d'armement pour voir effectivement les armes fabriquées ou les composants fabriqués, où ils vont et par quelle armée ils sont utilisés, dans quel conflit ils vont, pour pouvoir s'interroger au niveau local, pas simplement d'un point de vue théorique, mais de manière concrète, pouvoir échanger avec les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, échanger avec les syndicats de ces entreprises-là et de manière plus générale, parce qu'effectivement, il y a une division du travail qui fait que on ne sait pas forcément que le petit composant qu'on fait ou le morceau qu'on fait peut servir, à quoi il peut servir, de façon à pouvoir avoir un débat au minimum. Après, des décisions collectives, de savoir est-ce qu'on est prêt à ce que notre pays, notre démocratie, vende des armes à tel ou tel pays, pour en faire quoi? Que ce débat-là ait lieu de manière beaucoup plus large, parce qu'il n'existe pas actuellement. Et c'est vraiment ça qui nous paraît, nous, en tout cas au niveau du travail qu'on essaie de faire avec d'autres, hein, bien évidemment, au niveau en France, c'est l'invisibilité de toutes ces questions-là, et donc de notre responsabilité, puisque les ventes d'armes ne sont pas vendues par Dassault, Thales, etc. Elles sont vendues par la France. C'est sur autorisation, au terme d'un processus, que les armes, autorisation du Premier ministre, donc de l'État en tant que tel, que les armes sont exportées. Donc, c'est-à-dire de notre responsabilité à chacun d'entre nous. Voilà, c'est pour ça que et donc du travail, il y a des choses à faire, des mobilisations, il y en a, on pourra y revenir dessus, je vais m'arrêter à ce niveau-là, mais c'est pas un sujet
c'est pas un sujet forcément facile, c'est vrai. C'est un sujet qu'il faut mieux être sur du temps long. On n'obtient pas quelque chose, un résultat forcément immédiatement. Mais quand on s'organise collectivement, c'est possible d'obtenir des avancées. Et au minimum, qu'on en débatte. Qu'on soit au courant, nous, enfin quand on dit nous collectivement, de quel est le rôle de la France. Ah, je m'arrêterai peut-être là-dessus parce que c'est vrai que pour qu'on ait... Merci Patrice. Donc maintenant, on va pouvoir discuter avec, entre nous et avec lui. Alors qui